bonsoir à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle saison de M. Ce soir, dans l'émission, l'enseignement en immersion à le vent en poupe est-il efficace, adapté à tous les enfants? Ce sera le premier thème de M ce soir. On évoquera également, on va vous présenter une nouvelle application Lord of Condoms sous forme de jeu. Elle a pour but de sensibiliser les jeunes à l'importance de se protéger lors des relations sexuelles. Zoom également sur un nouveau lieu culturel, la Géopolis. Il est installé dans les Marolles à l'atelier des tanneurs et il est dédié au photoreportage. L'enseignement en immersion, est-ce la porte d'entrée idéale pour acquérir une bonne connaissance de la deuxième langue nationale? C'est le premier débat de M ce soir. Deux invités pour évoquer le sujet. Laurence Méteoui, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur à l'université de Namur et spécialisé dans cette question de l'immersion. Alors je disais, porte d'entrée idéale pour devenir bilingue, vous confirmez? Alors c'est très certainement une méthode qui montre des résultats tout à fait positifs. Je crois qu'il faut l'encourager, il faut lui donner les moyens, mais ce n'est peut-être pas la panacée universelle et une recette qui fonctionne dans 100% des cas. Alors pourquoi c'est pas la panacée universelle? Parce qu'on a l'impression que pour les parents, ça paraît comme la panacée universelle. Alors, sans doute parce que les attentes qu'ils ont envers le cours de langue traditionnel sont importantes, à raison, mais que les enseignants ne disposent pas toujours des moyens, ni en temps, ni en moyens didactiques pour atteindre un niveau attendu. Donc, faire d'une pierre deux coups en enseignant une langue cible tout en faisant des mathématiques ou de la géographie ou de l'histoire, paraît une très bonne technique. Alors, Daniel Moya-Fortes, bonsoir. Vous êtes directeur de l'école 6 à Molenbeek. Oui. C'est une école qui s'est lancée en 2015 dans l'immersion, voilà, dès la troisième maternelle. Vous confirmez ces attentes des parents par rapport à l'objectif de devenir bilingue? Vous ressentez très fort cette pression-là? Voilà, il y a une énorme attente de la part des parents qui est somme toute légitime, je pense, et je crois que l'équipe pédagogique doit répondre avec beaucoup de professionnalisme et indiquer clairement quels sont ses objectifs. Donc cela rassure les parents et on doit passer par énormément d'étapes de dialogue avec les parents. Alors dès la troisième maternelle, Laurence Méteoui, est-ce que c'est trop tôt ça? Alors c'est jamais trop tôt. Hein. Des enfants très très jeunes, on les associe, on les compare très souvent à des petites éponges qui, de manière passive, sans faire d'efforts particuliers, vont absorber toutes sortes d'informations, y compris une nouvelle langue étrangère. Donc c'est très certainement bénéfique. Maintenant, ça ne veut pas dire que si on commence plus tard, à 12 ans, voire à 15 ans, si la dose est suffisamment importante, eh bien, on peut obtenir des résultats tout à fait probants. Alors, comment ça se passe la journée pour les troisièmes maternelles? C'est la moitié en néerlandais, la moitié en français. Comment ça se passe concrètement? Alors les enfants passent effectivement 50% du temps avec l'enseignante néerlandophone et 50% du temps avec l'enseignante francophone. Il faut savoir que chez nous, on a opté pour un choix d'alternance au quotidien. Donc une journée avec une enseignante et le lendemain avec l'autre enseignante. Et en général, ce sont les enfants, les petits bouts de chou de troisième maternelle qui montrent l'exemple à leurs parents, qui savent très bien chez quelle enseignante ils doivent se rendre le matin. Alors pour l'instant, vous avez donc, c'est la troisième année, hein, c'est ça. Quel premier bilan dressez-vous? Ceux qui sont maintenant en deuxième primaire, quel est leur niveau de connaissance du néerlandais? Alors voilà, je disais, les parents ont des exigences énormes. Et donc, les enfants, quel est leur niveau maintenant, si vous pouvez le situer, hein, même si ça dépend d'un enfant à l'autre? Voilà, en général, ils comprennent tout à fait ce qu'on leur demande. Après, on laisse chaque enfant avancer à son rythme. C'est-à-dire que certains vont oser répondre en néerlandais à certaines questions, d'autres continuent à répondre en français. Donc il n'y a aucune obligation à ce niveau-là. Chacun avance à son rythme. Ça, c'est très important. Alors chacun avance à son rythme. Est-ce que c'est possible dans une classe où il y a des niveaux différents à certains moments et que donc, comme il y a cette exigence des parents, on a envie d'aller le plus loin possible? Absolument, mais je crois que même dans des classes qui ne sont pas en immersion, les enseignants sont face à des défis comparables et je crois qu'il faut faire confiance au professionnalisme de nos enseignants qui peuvent gérer des situations très hétérogènes au niveau des niveaux. Parce que M. Moya parlait de difficultés, de grandes adaptations nécessaires de l'équipe d'enseignants
pour finalement coller au plus près de la réalité des enfants? Alors oui, il faut savoir que chaque enfant arrive avec un bagage différent et que donc il faut gérer ces bagages différents aussi. Mais je crois que ce qui est très important, c'est qu'il ne faut jamais décourager un enfant. Il faut l'encourager. Et si dans une première phase, il répond en français, ben, c'est pas grave, il faut le stimuler à répondre dans la langue cible, mais il ne faut en aucun cas le décourager. Il faut essayer qu'il développe une langue qui soit la plus correcte possible dès le plus jeune âge, mais sans sortir le bic rouge et la règle pour taper sur les doigts. Alors vous étiez pionnier à l'école numéro 6. Ça veut dire quoi? Que vous avez changé certaines choses? Vous avez pratiqué par essai et erreur, on peut dire ça comme ça? Par essai-erreur, non, mais en tout cas, effectivement, on doit se réunir régulièrement et donc on est épaulé par la cellule pédagogique de Molenbeek-Saint-Jean. Donc il y a des choses qui ont changé par rapport au programme de départ? Bien sûr, en fonction des observations et des constats établis par la cellule ou par les enseignants, eh bien, on doit parfois modifier nos pratiques pédagogiques. Et en ce sens, on doit effectivement les expliquer, être pédagogue avec les parents. C'est important de leur signifier nos choix et pourquoi on modifie certaines pratiques au fil de l'année ou quand une nouvelle année démarre. Alors c'est ça qu'on a du mal à comprendre, hein, Madame Métoui, c'est qu'on a l'impression qu'il y a parfois autant d'immersion que d'école. Absolument. Et c'est une des richesses de notre système, c'est-à-dire que la loi permet d'organiser son enseignement en immersion selon les besoins du terrain. Donc on fait ce qu'on veut, en fait, c'est ce que vous Pas nous du dites? tout. On ne fait pas ce qu'on veut. Il y a un cadre, il y a des modalités, mais chacun peut opérer des choix. Beaucoup au début, moins à la fin, 50-50 tout au long, la répartition des heures selon les jours de la semaine ou au sein d'une journée. Et pour le niveau secondaire, évidemment, quelle matière on va enseigner dans la langue cible. Et donc on peut passer de quelques heures à énormément d'heures suivant l'établissement, quoi. Oui, le total sera plus ou moins le même. Le total sera plus ou moins le même, mais en effet, il y a des formules qui sont très différentes. Et on choisit les cours qu'on veut aussi? Alors, pratiquement tous les cours sont autorisés. Pratiquement tous les cours sont autorisés. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais ça dépend des choix de l'équipe pédagogique, et notamment au niveau du secondaire, quels enseignants peuvent prendre en charge ces cours avec une qualité Et c'est vrai que pour les suffisante. parents, c'est très compliqué de s'y retrouver par rapport à tout ça. Je ne sais pas si c'est compliqué, il faut faire des choix et puis il faut surtout choisir l'école en fonction de son projet pédagogique. Et si on a plus envie d'un projet qui soit en phase avec le milieu, etc., ben, il faut choisir ça. Si on est intéressé par le bilinguisme, je crois que l'immersion est une option tout à fait concrète. Alors pour vous, c'est le projet de toute une école, quoi. C'est effectivement un projet que tout le monde doit suivre, forcément, puisque l'école est engagée dedans depuis 3 ans. Enfin, c'est la 3e année qui débute maintenant. Voilà, exactement. C'est vraiment toute une équipe pédagogique qui a pris le pli et qui est en réflexion permanente par rapport à l'immersion linguistique. Et on essaie de faire au mieux et de répondre à ces attentes, parfois démesurées, et encore une fois, je vous le disais, qui sont peut-être normales au niveau des parents. Mais c'est vrai que je disais que c'est compliqué pour certains parents, d'autant qu'il n'y a pas d'automaticité quand on a fait tout l'enseignement fondamental en immersion. Avec le décret inscription, on n'est même pas sûr qu'on pourra... On n'a pas toujours la garantie d'avoir une école secondaire. Et donc c'est vrai que ça paraît un petit peu incohérent, hein. Ça, c'est fort dommage et on espère qu'il y aura des changements, en tout cas dans ce sens-là. Mais je voudrais revenir sur 2 points très importants qui ont été mentionnés. D'une part, c'est que le projet doit vraiment être porté par toute une école, y compris par la direction qui doit soutenir ses enseignants. Et donc, ça, c'est très important. Deuxième point très important pour que ce soit un succès, c'est qu'il y ait cette collaboration entre les enseignants. Non pas une rivalité, mais bien une collaboration. Voir qu'est-ce qui est nécessaire pour les élèves que nous partageons. Qu'est-ce qu'on doit mettre en place? Qu'est-ce que tu peux faire dans ton cours? Qu'est-ce que je revois dans le mien? Et ça, c'est la clé du succès. Oui, alors vous n'avez pas eu de mal parce qu'on dit souvent, on entend souvent des directeurs d'école nous dire on a l'immersion, mais on a un mal de chien, si vous me permettez cette expression, à trouver des enseignants. Bon, pour l'instant, je touche du bois, mais nous, on est épaulés par la cellule pédagogique de Molenbeek-Saint-Jean qui se charge effectivement de recruter ces enseignants-là.
Nous avons eu toujours de la chance, on a toujours trouvé les enseignants pour l'instant, même si parfois on peut se retrouver dans des situations un peu compliquées. Il y a une année où une enseignante qui était prévue pour la première année primaire, eh bien, nous a fait défaut à 3 ou 4 jours de la rentrée. Et là, on ne trouve pas, quoi, parce qu'il y a des directeurs qui nous disent on n'arrive pas à trouver des profs, on reste des semaines. J'ai la chance de ne pas me charger de ces compétences-là, et c'est encore une fois la cellule pédagogique. Ça, la stabilité des équipes pédagogiques, c'est un vrai problème pour les écoles. Alors, c'est un troisième point très important, c'est la stabilité des équipes pédagogiques, parce que justement, il faut négocier, il faut essayer de trouver quelles sont les meilleures techniques pour les enfants auxquels on s'adresse, le public, et les ambitions qu'on a au sein du projet. Et donc, des professeurs qui changent régulièrement, des enseignants qui changent régulièrement, c'est dramatique. Et donc, le problème, c'est trouver des enseignants, les garder. On dit souvent qu'ils restent en Flandre parce qu'ils sont mieux payés en Flandre. Je ne sais pas si vous nous confirmerez. C'est vrai aussi. Ouais. Et donc souvent, ils viennent quelques années enseigner en communauté française et puis ils retournent, d'autant plus s'ils ont une cellule familiale qui se crée. Ouais. Donc... Alors, une autre chose que beaucoup de parents ont du mal à comprendre, c'est que les épreuves de certification, elles sont toujours en français. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce qui paraît comme une incohérence? Alors, moi, je trouve que c'est très dommage. trouve que c'est très dommage de les faire passer en français alors qu'ils l'ont eu en néerlandais ou en anglais. Et je trouve d'autant plus dommage qu'il n'y a même pas sur leur diplôme de réelle valorisation de leurs années d'immersion. Et ça, je crois que c'est vraiment quelque chose qui, symboliquement, ça ne coûte pas grand-chose, mais symboliquement, ça serait vraiment important. Maintenant, pour les épreuves finales, c'est plus compliqué qu'on ne pense, parce qu'il faut arriver à mettre au point des épreuves totalement ou le plus équivalent possible. Mais je crois que ça enlèverait un poids énorme tant aux enfants qu'aux parents et aux enseignants. Ouais. Alors juste une question, on parle d'immersion, donc immersion à l'école. Est-ce qu'il faut continuer l'immersion à la maison? Autrement dit, est-ce que vous incitez les parents à ce que les enfants lisent en néerlandais à la maison, regardent la télé en néerlandais quand ils regardent la télé? On tape vraiment sur le clou, on insiste lourdement là-dessus. L'école peut énormément, mais l'école ne peut pas tout. Donc on a vraiment besoin d'un partenariat avec la communauté parentale, et ils doivent suivre ce projet d'immersion linguistique à la maison, en inscrivant leur enfant peut-être dans des activités extrascolaires en néerlandais, et en écoutant à la radio le matin dans la voiture en néerlandais. Enfin, il y a toute une série de et ils choses le font, les parents, vous avez l'impression? Je l'espère. Allez, vous avancez pas. Encore une question, Laurence Méthoï. Je voudrais revenir sur le fait que les parents ne doivent pas se décourager parce qu'ils ne sont pas bilingues eux-mêmes. C'est pas parce que vous voulez inscrire votre enfant au judo que vous devez être vous-même ceinture noire. Ce qui est important, c'est de les soutenir, de les stimuler, de les encourager. Ça, c'est très important. Alors, ce qui est sûr, en tout cas, c'est que ça fonctionne. Vous avez cité des chiffres. 3 écoles en 1998, 291 écoles en 2015-2016. Donc... Pour une population d'à peu près 32 000, sans doute un peu plus maintenant, d'élèves qui suivent des enseignants. Donc ça fonctionne du tonnerre, quoi. Il y a une très grande demande, en tout cas, une très grande demande, et je trouve qu'il est temps que les politiques mettent les moyens sur la table pour l'enseignement en général et aussi pour l'enseignement en immersion. Oui, parce que là, dans le programme, c'est vrai, dans le programme du gouvernement de la région bruxelloise, on parle de création d'écoles bilingues. Vous êtes demandeuse, vous, de ce type d'institution? Je pense que ça serait une évolution tout à fait positive, mais il faut bien penser le projet, il faut former des enseignants à cela. Il y a une association entre l'école Francisco Ferrer et Erasmus Hogeschool pour mettre au point une formation bilingue d'instituteurs et d'enseignants. Donc, on a de l'espoir. Merci en tout cas d'être venu sur notre plateau. On va maintenant se poser une autre question dans M, c'est comment inciter les jeunes à se protéger lorsqu'ils ont des relations sexuelles et éviter ainsi des infections sexuellement transmissibles. C'est parfois un véritable casse-tête pour les associations de prévention, et ce n'est pas Thierry Martin qui est avec nous ce soir qui nous dira le contraire. Thierry Martin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur de la plateforme Prévention SIDA. Alors vous avez décidé de faire ça, d'essayer d'inculquer certains réflexes grâce à une application. C'est pas un peu gadget, ça, Thierry Martin?
C'est sans doute un peu gadget, mais c'est aussi dans l'air du temps, on va dire ça comme ça. Quand on voit effectivement que les jeunes aujourd'hui passent en moyenne plus de 2 heures sur leur smartphone, ça nous semblait important à un moment donné d'adapter nos stratégies de communication, parce que les brochures finalement, quand on fait une brochure sur les IST de 15 pages, est-ce que le jeune, ou le moins jeune d'ailleurs, va les lire? Et là, on va voir une petite animation à propos de cette application. Vous avez décidé de privilégier le jeu. Alors ça s'appelle Lord of Condoms. Et donc l'idée, c'est aller à la chasse aux IST, aux infections sexuellement transmissibles. Voilà, l'idée, c'est effectivement d'essayer de se battre contre les principales IST. Ouais. Donc dans le jeu, il y a 5 univers. Ouais, on le voit là pour l'instant. Hein. Oui, en effet. Donc là, c'est Chlamie, qui représente la chlamydia, qui est l'IST la plus importante en Belgique et qui touche principalement les jeunes âgés de 15 à 25 ans. Et donc, de manière ludique, l'idée, c'est d'apprendre effectivement que les symptômes de la chlamydia, on ne les voit pas toujours. Donc, il y a un petit jeu pour essayer de trouver chlamie dans le jeu. Il y a un jeu pour attraper des préservatifs, pour rappeler l'importance aussi aujourd'hui de l'utilisation du préservatif, parce qu'on constate que malheureusement, il reste encore trop peu utilisé. Et alors, si on en attrape, évidemment, des préservatifs, on peut se protéger de manière efficace contre chlamie ici ou les autres IST. Et la question, comment vous avez réussi à surmonter cette difficulté? On joue et en même temps on fait passer des infos. Eh bien, on a travaillé. J'imagine que ça n'a pas dû être simple. Non, on a pris 1 an, quelque chose comme ça, pour développer. Avec une autre association qui s'appelle Archétype. Voilà, qui est vraiment spécialisée dans le développement de jeux, et notamment avec l'utilisation des nouvelles technologies. Et donc, ça a été un débat entre eux, puisque notre objectif, nous, c'est de faire passer de l'information. Et eux ont essayé, suite à cela, de proposer des manières ludiques, sympathiques, parce que je pense qu'apprendre de manière ludique, c'est aussi quelque chose de très, très efficace qu'effectivement un professeur qui cite les mots de transmission par hasard, par exemple. Mais c'est vrai qu'en découvrant ces IST, il y en a beaucoup même qui ne me disaient rien, un gonorrhée, c'est vrai qu'il faut effectivement, les noms sont parfois un tout petit peu compliqués. Cette sous-information des jeunes, des adultes aussi, en tout cas, moi, il y a beaucoup de choses que j'ai découvert. Est-ce que, bon, ça c'est un instrument, qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place une intervention à l'école, une formation à l'école, une éducation à l'école? L'école est certainement un lieu où effectivement le passage d'informations sur l'éducation à la vie affective et sexuelle et notamment la prévention. Parce qu'elle existe, hein, elle existe, mais elle est encore malheureusement trop peu répandue. Certaines écoles n'ont toujours pas accès de manière efficace à des actions d'éducation à la vie affective et sexuelle, et sans doute les écoles où il y a le plus de mauvaises informations par rapport aux IST et au VIH. Donc oui, c'est un lieu à investir, mais je pense aussi que parfois dans une classe, ce n'est pas toujours simple de poser une question, est-ce que je peux attraper la syphilis par telle et telle pratique sexuelle? Et donc c'est pour ça aussi que le smartphone nous a semblé être vraiment un outil important, parce que le jeune peut aussi jouer chez lui le soir, et c'est l'occasion effectivement. Mais votre public cible, c'est quoi, 12, à partir de 12 ans, c'est à peu près ça? Oui, de 12 à 18 ans, quelque chose comme ça, même si effectivement, vous l'avez dit, le niveau d'information chez les tranches plus âgées sont effectivement aussi assez faibles, comme l'utilisation du préservatif. Mais on se rend compte aussi que plus tôt on diffuse un message de prévention, plus il a de chances de durer sur le long terme. C'est pourquoi aussi les jeunes restent un public essentiel en matière de lutte contre le VIH. Mais alors vous constatez une recrudescence des infections sexuellement transmissibles, et puis en même temps il y a un message qui circule beaucoup, hein, mais Monsieur Martin, c'est pas grave les IST aujourd'hui? C'est clair qu'effectivement, on est dans un nouveau contexte, hein, notamment avec le VIH, où maintenant il y a des traitements, la trithérapie, hein, qui permet aux personnes séropositives. Mais même les autres, on se dit, ça se soigne, quoi. C'est ce qu'on entend. Oui, ça se soigne, aussi. Ça se soigne. Mais le problème, c'est que quand on ne sait pas, parce que les symptômes ne sont pas toujours clairement identifiables, quand on est porteur d'une IST et qu'on ne le sait pas, sur le long terme, il peut avoir des conséquences malheureusement parfois graves, comme la stérilité, comme des cancers. Donc c'est pour ça qu'on a vraiment aussi, c'est la rentrée maintenant, hein, souvent l'été, c'est l'occasion d'avoir des rencontres avec des nouvelles partenaires, on prend des risques. Donc le dépistage aussi est quelque chose d'important pour faire le point. Pour savoir si on a été infecté, en sachant aussi que si on a été infecté une fois d'une
d'une IST, on a malheureusement beaucoup plus de risques d'attraper une autre IST ou le VIH éventuellement également par la donc suite. tous les jeunes maintenant qui, pendant les vacances, ont eu des relations sexuelles consenties avec un copain ou une copine rencontrés sur le lieu de vacances, vous leur conseillez de faire un dépistage? Oui, effectivement, c'est clair que c'est un moment. L'été, c'est un moment propice à des rencontres et donc à des prises de risques. Alors, il faut toujours relativiser avec l'utilisation du préservatif. Si effectivement 2 jeunes ou 2 moins jeunes n'ont eu qu'un partenaire et avec l'utilisation du préservatif, le dépistage est sans doute pas nécessaire. Mais par contre, on sait aussi que lors de la dernière relation sexuelle, 1 jeune sur 2 n'a pas utilisé le préservatif. Donc c'est aussi important de faire le point. Et aller passer un test de dépistage, c'est aussi une occasion assez privilégiée justement de faire le point par rapport au mode de transmission, modes de prévention qui ont fortement changé et évolué depuis quelques années. Voilà, donc on peut trouver des informations sur votre site, mais on peut donc aussi télécharger cette application. Si elle n'est pas encore disponible sur l'App Store, ça devrait être le cas dans quelques jours. Hein. Elle est en tout cas disponible sur Google Play et sur Apple Store, ça devrait arriver dans les heures qui viennent. Voilà. Merci en tout cas d'être passé sur notre plateau. Nous allons maintenant pousser les portes d'un nouvel espace culturel. Son nom, c'est Géopolis. Et comme son nom l'indique, il vous invite à parcourir le monde grâce au photoreportage. Nous avons les 2 co-créateurs de cet espace culturel sur notre plateau. Bonsoir Ulrich. Bonsoir. Quelle drôle d'idée, un nouvel espace culturel. Certains vous diront qu'il y en a déjà beaucoup en région bruxelloise. Oui, mais nous, c'est un centre culturel qui effectivement s'ajoute à un grand nombre d'espaces dédiés à la culture à Bruxelles. Mais nous, il a une singularité, c'est qu'on l'a dédié au photoreportage. Donc en fait, l'idée, c'est de traiter sous forme de cycle bimestriel, donc de 2 mois, de grands thèmes, et par le biais du photoreportage. Alors là, on a choisi par exemple pour les 2 premiers mois le thème de la migration. On aura ensuite pour les 2 mois suivants le thème des zones grises. Alternance de thèmes bien connus, mais qu'on essaye de creuser par le biais du photoreportage, et puis de thèmes un peu moins connus, plus confidentiels, comme celui des zones grises. Allez, on voit tout de suite quelques images pour découvrir les lieux. Ça se passe donc à l'atelier des tanneurs. Vous avez un peu investi la coursive, les coursives de l'atelier des tanneurs. Et la première expo, c'est autour de l'agence Magnum. Hein. C'est ça, hein, Thomas? C'est ça, tout à fait. Donc c'est une expo qui s'appelle Odyssée Europe, Fuite et Refuge depuis 1945, et qui regroupe un peu les grands noms de la photographie, de la fameuse agence Magnum, dont David Simchemour, Robert Capa et autres grands noms, et qui retrace différents conflits comme le Kosovo et d'autres. Et le support photo, avec ce support-là, vous voulez expliquer le monde. Quelle ambition, hein. En fait, oui, on essaie de le faire quand même, de donner une petite pierre à ce challenge. C'est notamment un lieu qui va être dédié au grand public et puis aux écoles. Et par le biais de la photo, en fait, on va essayer notamment de parler aux jeunes en explicitant un petit peu par ce biais de l'image. Notamment, là, on a des images de photographes très connus qui peuvent même s'apparenter à de l'art, et d'expliciter un petit peu, de décliner un grand thème en revenant, là, par exemple, Thomas en parlait, hein, pour le thème des migrations, on revient, il y a le cas du Kosovo qui peut être mis en scène. Il y a également, mais on revient beaucoup plus en arrière aussi, parce que l'idée, c'est d'évoquer une actualité, comme celle des migrations. Depuis 2013, on en parle beaucoup, mais de prendre du champ, notamment par la photo, prendre du champ historique pour aller plus loin, voir notamment sur cette question d'immigration. Et vous avez l'impression que la porte d'entrée photographique va vous permettre d'amener plus facilement ces jeunes, le public jeune, vous le visez en particulier, à aller décrypter l'actualité? Je pense que la photo, c'est un média qui parle à tout le monde. Nous, au début, avec Thomas, on a voulu créer un centre dédié aux questions géopolitiques. Et donc il y a une partie avec des expositions didactiques qui ne sont pas forcément des photoreportages, mais on s'est dit, le fil rouge un petit peu de cet espace, c'est qu'à chaque fois il y ait un ou plusieurs photoreportages, parce que là vraiment ça peut parler, et notamment aux écoles qui vont être un petit peu le cœur de cible de cet espace, de notre travail, et dont on souhaite, les écoles, qu'elles s'approprient véritablement le lieu. Oui, je pense sincèrement que la photo, c'est vraiment un outil qui peut leur parler. Ouais. Alors vous êtes jeune, hein,
j'imagine que vous devez avoir du bagou, puisque ce lieu, il existe. Vous avez réussi à convaincre des pouvoirs subsidiants et puis des gens de l'utilité de ce lieu. Ça a été compliqué à monter ce projet, Thomas? Ça a pris un peu de temps, on va pas se mentir. Je crois qu'on a commencé en février. On a monté la VSBL en février. Oui, ça a quand même été assez vite, hein. Février 2017. Disons que ça a été plus ou moins vite pour lancer le lieu. Bon, après là, l'idée c'est quand même de faire un lieu pérenne, que ça va durer sur le long terme. Et c'est sûr que là, on va devoir encore un peu batailler, à mon avis, pour s'inscrire dans le long terme, quoi. Parce que c'est un peu ça notre objectif aussi, que c'est s'inscrire dans le paysage bruxellois, de faire un lieu culturel, être identifié par les écoles aussi. Comme Yorick en parlait. Et donc, on a eu des sacrés coups de pouce quand même. Faut quand même remercier ceux qui ont permis ce projet. Il y a notamment le lieu pour les spectateurs. Il faut savoir que vous l'avez rappelé, c'est au-dessus du marché bio. C'est-à-dire que beaucoup de Bruxellois et donc connaissent. Ils vous le cèdent gratuitement. Oui, ils nous le prêtent. Donc, et puis il y a l'équipe des ateliers des tanneurs qui dispose de diverses salles qui va aussi nous permettre d'organiser des événements. Et là, on a l'événement de lancement où on a la chance on va recevoir Laurent Van der Stock qui a fait tout un travail à Mossoul pendant le siège, qui va venir évoquer son travail et ça sera le lancement en fait de Géopolis. Donc ça sera fin septembre. Mais dans ce monde qui est bombardé d'images, des photos, on en prend tous des centaines. Qu'est-ce que la photo du photoreporter peut amener de plus? Alors vous avez raison de dire qu'on est bombardé d'images. Je pense ça c'est tout à fait vrai. Mais là on est à un espace où il y a quelques images. Donc ça peut être des expositions, une cinquantaine de photos, et on est là pour inviter les visiteurs à prendre le temps. Justement, chaque photo est accompagnée d'une légende qui est volontairement costaud. On peut passer 1 heure ou 1h30 dans le lieu si on a envie de tout voir. Et je pense que en prenant le temps, justement, on peut vraiment découvrir et appréhender une réalité que quand les images nous arrivent, par exemple à la télé ou dans les médias, c'est une autre façon un autre rapport à l'image. Et pour que ce soit bien clair, c'est pas une galerie photo, donc toutes ces photos-là, il y en a aucune à vendre, quoi. Non, tout à fait. Il n'y en a aucune à vendre. On est vraiment dans un espace d'exposition. C'est un espace culturel et comme on l'a dit aussi, c'est aussi pédagogique parce qu'il y a toujours une exposition pédagogique qu'on fait pour chaque cycle. Qui sera en vis-à-vis des expositions photos, quoi. Très bien, merci beaucoup d'être venu chez nous. Donc il y a une première expo sur l'immigration, puis c'est les zones grises, si vous pouvez expliquer en 20 secondes de quoi il s'agit. Tout à fait, les zones grises en fait c'est des régions un petit peu qui ont un statut particulier, qui sont pas reconnues au niveau international. Donc quand les auditeurs connaissent, et en Europe on a notamment la Crimée qui est officiellement ukrainienne mais qui appartient à la Russie. On a la Transnistrie en Moldavie qui officiellement est moldave mais de facto indépendante. On a l'Abkhazie et toutes ces régions, faut savoir que les gens qui y habitent, ils ont des difficultés quotidiennes inattendues. Et c'est tout ça qu'on va essayer de décrypter, notamment par le média en novembre, puisque novembre-décembre. Cette expo, c'est donc jusqu'à la fin du mois d'octobre. Merci d'être passé par notre plateau. Vous l'aurez compris, l'entrée est gratuite, évidemment. Tout à fait. Merci. Donc c'est donc à l'atelier des tanneurs. Voilà, on se retrouve demain pour un nouveau numéro de M. Très bonne soirée à tous.